les Marc et les Smart et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, plusieurs fois par semaine, on analyse, on critique, on décortique, on encense les shows de la WWE et consorts. Je suis Raphaël et je suis là pour vous parler des shows de la WWE de la semaine du 9 décembre, la semaine juste avant le retour du fameux Saturday Night Main Event. Et je suis avec un partenaire exceptionnel puisque ce soir, je suis avec vous, peuple de catch-up. Et oui, je suis solo comme Sikoa, solo comme Roman Reigns sans Bloodline. Mais vous inquiétez pas, on va pouvoir assurer quand même cette semaine. Si vous ne l'avez pas vu, vous saurez tout ce qui s'est passé. Si vous l'avez vu, vous aurez mon avis, mon opinion et vous vous replongerez dans vos souvenirs. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, pour le Monday Night Raw du 9 décembre 2024, on a commencé par toutes les histoires qui tournent autour de la ceinture mondiale, donc de Gunther qui est venu rejoindre le ring et qui nous explique, puisqu'il a un match à Saturday Night Main Event contre Finn Balor, que en gros, Finn Balor a son attention maintenant, mais que ça n'allait pas se finir comme au Survivor Series. Souvenez-vous, au Survivor Series, Finn Balor était venu parasiter le match de Gunther et était venu un peu taper tout le monde. Voilà, il dit qu'en gros, il y a une grosse erreur de la part de Finn Balor, que ça va pas se passer comme ça. Du coup, Finn Balor, il arrive avec le Judgment Day, et lui, il trouve que Gunther le prend un petit peu de haut, qu'il a oublié que si Gunther est encore champion, c'était grâce à lui, et que le prochain champion, c'est bien lui, c'est bien Finn Balor, et que c'est lui qui va finir par récupérer ce titre. Bon, Gunther le provoque un peu en lui rappelant cette douleur passée qui a toujours été celle de Finn Balor, d'avoir été le premier champion universel pour seulement 24 heures. Voilà, Gunther lui dit, moi je suis le meilleur depuis très longtemps et pour très longtemps encore. Donc ça commence à se tendre et le Judgment Day s'approche, mais c'est pas fini avec les interventions puisque Damian Priest débarque. Damian Priest détruit à peu près tout le Judgment Day. Il envoie Balor sur le ring et Balor est tabassé par Gunther et par Damian Priest, donc il y a une alliance. Mais ça part un peu en bazar, tout le monde se met à se taper sur les uns les autres. Mais finalement, c'est bien Balor. C'est Balor qui prend le dessus, Finn Balor, avec le Judgment Day. Et aidé par ses copains, il va placer 3 coups de grâce sur Damian Priest. Donc une fois, 2 fois et one more time, 3 fois. Donc ça s'est bien déchaîné. Mais finalement, Finn Balor, il a dépassé un peu les limites. Et en coulisses, ensuite, ils vont croiser Adam Pearce qui va lui dire ton affiche, elle est changée à Saturday Night Main Event. Et ça sera Gunther contre Finn Balor, mais aussi contre Damian Priest. Donc ça sera un triple threat. Et il lui a dit la semaine prochaine, tu vas aussi défendre ton titre de champion tag team. Et le Judgment Day sera banni des abords du ring. Donc voilà, finalement une démonstration de force pour Finn Balor, que j'ai trouvé assez marquante, assez impressionnante. On sait qu'il a a priori le vent en poupe, Finn Balor, il est bien vu dans les petits papiers, d'après ce qu'on entend, ce qui se raconte. Clairement, c'est sûr que il aura toujours le souci du gabarit, hein. Un tout petit catcheur comme ça, il faut vraiment être très très en forme et au top du talent pour avoir sa place. Donc là, face à Gunther et Damian Priest, il a été obligé de faire des coups d'éclat. C'était assez intense là, tous ces coups de grâce d'affilée. Et je trouve que ça donne une affiche beaucoup plus intéressante. Baylor contre Gunther, on était quand même un peu dans une opposition heel-heel. On sait pas trop, on n'avait pas trop de surprises, hein. Là, avec Damian Priest qui revient à prendre une place qui est assez légitime, ça peut faire, je trouve, ça devient alléchant et ça devient potentiellement un super match. Super match, est-ce que ça a été le cas du premier match de la soirée? Je ne dirais pas ça. On nous avait annoncé la semaine dernière, hein, les Wyatt Six, ils affrontent je sais même plus leur nom, les Final Testament, donc Karrion Cross, les Authors of Pain et le Miz. Et c'est ces derniers qui gagnent. C'est l'équipe de Karrion Cross qui gagne grâce à l'apparition le retour de leur general manager, Paul Ellering, qui débarque sur les côtés, qui fait une petite distraction dans le dos de l'arbitre, et donc qui permet la victoire de Karrion Cross, qui va placer son finisher sur, j'allais dire, un Kelowdy, enfin Bodalas, on sait plus trop comment on l'appelle. Donc là, je sais que sur notre Discord, hein, n'hésitez pas à le rejoindre, ça a été vécu un peu difficilement.
c'est Wyatt Six qui ont débarqué en fanfare avec des promos cryptiques, avec tout le truc, et ça foutait les frissons, hein, vraiment, avec un Bo Dallas qui ressemblait à s'y méprendre à son frère. Bah là, ils perdent, mais d'une manière assez nulle, quoi. Il s'est rien passé dans un match comme ça de début de milieu de show. Euh, c'est un peu douloureux. Moi, je pense que c'est pas fini, évidemment, et je pense que il y a un produit. Je pense, en fait, qu'il faut savoir à quoi s'attendre. Je pense pas qu'on ait conçu cette faction avec tous ces anciens rebuts de la WWE pour en faire des main eventers. Pour le moment, on espère que c'est un peu mieux parti que Retribution, mais ça sera une petite faction. Ça sera une faction qui va errer comme ça, mais qui a une ambiance, un truc qui fait que ça peut être des gros vendeurs, je pense, de produits dérivés et tout ça. Ça peut vraiment créer de la sympathie. Donc je pense qu'ils vont nous les garder un peu comme ça. Je pense qu'ils ont intérêt à continuer à jouer sur l'ambiance Wyatt. Mais ben, d'un autre côté, finalement, c'est bien aussi de continuer à garder un peu la tête hors de l'eau pour l'équipe de Karrion Cross et pas qu'ils se fassent humilier et rouler dessus. Là, ils ont été plus intelligents, ils ont mis un coup d'avance au Wyatt Six. Donc, bah, faut voir ce que ça donne sûrement la prochaine fois. Mais bon, ça passe. Je passe beaucoup de temps à parler d'une partie qui est quand même pas très passionnante, mais j'ai encore de l'espoir. J'ai encore de l'espoir pour les Wyatt. On a eu une interview de CM Punk en coulisses qui nous était teasée dès le début. Ah, attention, ce soir il y a une interview de CM Punk. Et ben honnêtement, c'était nul. Il a rien dit. Il a dit, en gros, on lui a dit alors c'est quoi la faveur que vous devez, que Paul Heyman vous doit. Bon, il dit non, non, ça j'en parle pas pour le moment. Et après, il parle de Seth Rollins. Il dit ouais, ouais, bon, Seth Rollins, voilà, je l'ai aidé quand il était petit, je l'ai aidé à devenir un des meilleurs. Et, euh, et il reprend une de ses anciennes promos au début hein, en disant voilà, ça doit être frustrant, je peux comprendre que quand le meilleur revient, et ben voilà, bah, il faut revenir, faut descendre d'un cran parce que le meilleur c'est CM Punk. Bon, c'était pas. Voilà, nous a pas dit grand-chose, grand-chose. On a eu un petit match dont je me souviens même plus trop du contenu, je vous avoue, où Liv Morgan a battu Dakota Kai. Forcément, c'était surtout parce que Liv Morgan va affronter Io Sky pour le Saturday Night Main Event. Donc voilà, c'était un match avec les anciens pas du tout, mais les membres du Damage Control. Bon voilà, rien de passionnant, rien d'incroyable. Nous avons eu Seth Rollins qui a débarqué. Et Seth Rollins, il nous raconte un petit peu que s'il en veut à CM Punk, alors qu'ils étaient copains, hein, alors qu'ils étaient amis, et ben c'est parce que quand CM Punk est parti de la WWE, il a coupé les ponts. En gros, voilà, il a dit, voilà, il est parti, il ne voulait plus parler à personne, il a plus répondu, et que, bah, il est revenu alors qu'il avait, voilà, partout il a raté. En gros, CM Punk, il a fait partout pareil, il a fait partout les mêmes problèmes. Donc, bah, donc c'est pas son copain. Sami Zayn débarque euh, et il nous dit bah voilà la semaine dernière j'étais soupçonné d'avoir attaqué Jey Uso, je sais que c'est pas vrai, mais je me demande voilà qu'est-ce qui s'est passé pour que qu'est-ce qui s'est passé en toi et et il lui dit voilà je t'explique pourquoi j'ai douté de ça, c'est parce que t'étais bizarre la semaine dernière, ça te ressemblait pas, t'étais pas le Seth Rollins que je connais. Tu t'accusais tout le monde, te disais que t'étais le seul à être lucide, que tout le monde était contre toi, et tu ressemblais un peu à Drew McIntyre. Donc c'est un peu tendu entre Seth Rollins et Sami Zayn, mais Seth Rollins finit par partir. Un petit peu. Voilà, il laisse, il dit ok, bon, ouais, je sais pas, on passe à autre chose, c'est pas mon problème, Sami Zayn. Et Sami Zayn, il dit bah moi j'ai un problème, c'est Drew McIntyre, et bah, je vais le régler parce que j'ai demandé un match, et j'aurai un match contre Drew McIntyre à Saturday Night Main Event. Voilà, on nous annonce la veille, pas la veille, mais le show juste avant, une affiche qui voilà est apparue en 2 semaines, hein, puisque Drew McIntyre il a juste fait son retour la semaine dernière. Moi là j'étais plutôt hypé, je suis toujours assez fan de ce qui se passe, je suis fasciné par la façon que la WWE a réussi à mettre la... En fait tout ça c'est la Bloodline, c'est l'univers étendu de la Bloodline et c'est là que l'écriture elle est incroyable sur des années, c'est qu'on a ce noyau dur avec les Samoans, mais du coup, bah, ils doivent créer des alliances. Donc du coup, bah, on ajoute CM Punk, on ajoute Sami Zayn, on ajoute Rollins, mais Rollins il voulait pas, donc Rollins il est un peu tendu contre eux. Et puis Drew McIntyre qui a été en rivalité contre la Bloodline, du coup il est énervé contre tous ceux qui ont été copains de la Bloodline.
Et Kevin Owens, c'est un peu pareil. Il est énervé que tout le monde ait été content avec Roman Reigns. Donc voilà, ça crée du corps et ça crée un feuilleton qui n'en finit pas et qui est à tous les niveaux. Et donc, Sami Zayn contre Drew McIntyre, même gratuitement comme ça, j'achète, hein, je le prends. On a eu ensuite un match pour le fameux tournoi Tag Team titre US pardon féminin, un triple threat avec Ivy Nile, Zelina Vega et Lyra Valkyria. Autant vous dire, c'était pas passionnant et c'est Lyra Valkyria qui a gagné, donc qui est montée d'un étage là aussi dans ce tournoi. Mais contrairement au tournoi pour le titre intercontinental féminin, celui-ci ne sera pas défendu à attendez, je m'embrouille. Non, non, le US féminin. Bon, bref, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire, je sais plus quelles sont mes notes. C'est lequel? Non, c'est l'intercontinental féminin, celui-là, à Raw. Bah, dites-moi si je dis des conneries dans cet épisode de... Non, c'est ça, ouais, c'est l'intercontinental féminin. Je lis mes notes en même temps. L'US féminin, c'est à SmackDown, pardon. L'US féminin sera défendu à Saturday Night Main Event, sera désigné, pardon. Et l'intercontinental féminin, je sais pas quand est-ce que ça sera, mais en tout cas on avance dans le tournoi et Lyra Valkyria est qualifiée. Bref. Allez, moments intenses maintenant. La semaine dernière, on a vécu quand même un des moments les plus historiques de ces dernières années à la WWE, avec ce segment qui fera date, qui est celui où le New Day se fissure, et surtout celui où le New Day se solidifie quelque part, puisque Xavier Woods et Kofi Kingston ont tourné le dos à Big E et ont décidé de faire route ensemble, tous les deux tout seuls. Un moment poignant. Et les New Day, ils sont là ce soir, Xavier Woods et Kofi Kingston. Et il y a un moment qui est assez bien foutu, je trouve, où ils sont en coulisses et on les interviewe. Et en fait, Xavier Woods, il prend la caméra, il dit au caméraman, donne-moi ta caméra, et ils partent avec la caméra sur le ring, en filmant au passage. Et ça a été un moment très très intense, puisqu'en fait, ils ont pas réussi à en placer une. Ils ont essayé de dire, ils ont dit, ah, après toutes ces années, les fans, quand même, vous êtes derrière nous. Et il y a des huées tellement fortes, façon Dominique Mysterio, façon Vicky Guerrero, façon tout ce que vous pouvez imaginer. Et ils finissent par jeter leur micro et quitter le ring sans rien dire. Je sais pas si c'était ce qui était écrit, ce qui était prévu. C'est difficile de prévoir une réaction comme ça de la foule, mais c'était exactement ce qu'il fallait, je trouve. Parce qu'après un segment tellement violent, ça ressemblait aussi au lendemain du Raw, au Raw du lendemain, après le WrestleMania, où Roman Reigns avait battu l'Undertaker. Souvenez-vous de ça, c'était incroyable. Ce moment où le public chante pendant de longues minutes Undertaker, Undertaker, et après Roman sucks, ou Fuck you Roman, je sais plus. Bref, c'était tellement un moment intense que si on avait eu juste une promo un peu explicative du New Day en disant ah ouais mais voilà Biggie c'est vrai il nous a abandonné puis vous les fans maintenant vous nous tournez le dos alors qu'on dit la vérité. Là ils ont fait ce qui était parfait, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de s'exprimer, on les a pas laissés parler. Donc en plus dans leur mentalité de heel ça va légitimer le fait d'être des méchants, c'est qu'ils vont dire ah, enfin voilà on nous laisse même pas être nos propres avocats et on ne laisse même pas nous défendre, donc fini quoi. La rupture est consommée avec la foule et c'est parti maintenant. Et je suis curieux de savoir qui vont être leurs prochains adversaires et qu'est-ce qui va valider sur le ring ce heel turn, mais ça fait plaisir de voir ce réveil du New Day. Allez, on arrive directement au main event, un match entre Rhea Ripley et Raquel Rodriguez. Un match sans disqualification, donc ça a permis l'utilisation de pas mal de choses, de pas mal d'objets, et ça a permis aussi surtout l'intervention de Liv Morgan qui évite à plusieurs reprises à Raquel Rodriguez. Alors il y a eu plein de tentatives de Riptide, il y a eu des tentatives sur le rebord, sur le machin, tout ça, mais au final Raquel Rodriguez passe bien à travers une table sur un Riptide, et donc victoire de Rhea Ripley. Mais c'est pas finalement ça le plus important, c'est que sur le segment final, Io Sky, qui est venu aider Rhea Ripley, se retrouve avec Rhea Ripley avec la ceinture de championne de la WWE. Et les deux jeunes femmes regardent la ceinture et on sent qu'il y a une petite tension parce que c'est Io Sky qui a le title shot, mais Rhea Ripley elle est pas loin dans les parages quand même. Donc c'est ainsi que c'est fini ce Raw juste avant Saturday Night Main Event. C'est très très long à dire, c'est très chiant. Un Raw que j'ai plutôt apprécié.
euh, ça passe vite, je les aime bien. Moi, c'est Raw en 2 heures, hein, c'est quand même assez cool. Euh, Si je devais dire un top, il n'y a pas eu beaucoup de matchs quand même. Il n'y a pas eu beaucoup de matchs intéressants. Je pense que je mettrais mon top à un petit Damian Priest, sûrement, qui est bien revenu, qui a mérité ce soir son intervention son irruption dans le match pour le titre de Gunther. Et bah, mon flop, bon, c'est tiré sur l'ambulance, hein, mais je pense que c'était quand même les Wyatt Six qui n'ont rien fait, voilà, qui ont ce petit coup de mou là où, comme je disais, je ne vais pas voir ça de l'œil trop catastrophique. Il est possible qu'il se passe des choses, et il est possible que ça rebondisse et que ça devienne un peu plus intéressant, mais là, ils se sont fait marcher sur la tronche, et c'était même pas intéressant à voir, donc c'était un peu dommage. Mais ça mérite un bon 3,5. Moi, une petite note faible parce que quand même très peu de catch. Si je redis vite fait, hein, on a eu le match des Wyatt Six, on a eu Liv Morgan qui a battu Tako Takai, on a eu le tournoi féminin, on a eu Rhea Ripley, Raquel Rodriguez, il y a eu beaucoup de matchs de filles. Et contrairement à la semaine dernière, voilà, il y a plein de gens qu'on n'a pas vu se battre. Le New Day s'est pas battu, Rollins, Zayn, Drew McIntyre, personne ne se bat. CM Punk est pas là. Donc, euh, donc c'était quand même un peu faiblard sur le ring, mais c'était solide et puis bah, ça joue bien le jeu d'un go home show, je trouve. Puisque voilà, on nous rajoute un petit match avec Sami Zayn, on nous montre à la fin les filles avec quelque chose d'un petit peu disputé entre elles pour le titre de Liv Morgan, et on nous plante des graines encore une fois toujours pour tout ce qui se passe autour de Rollins, Punk, Drew McIntyre, etc. Donc c'était pas si mal, mais c'était un peu en cran en dessous de ce qu'on a pu voir ces dernières semaines. Du côté de SmackDown, sans transition, SmackDown du vendredi 13 décembre, donc porte-bonheur ou porte-malheur, je ne sais pas. En tout cas, c'était donc la veille hein, du futur Saturday Night Main Event. C'est Jimmy Uso qui a ouvert cet épisode avec une béquille, puisqu'il s'est blessé hein, lors du match War Games. Alors c'est rigolo parce que la foule lui a réservé un très bon accueil, mais en lui faisant des hits, donc il a dit non, c'est pas le bon jumeau, là vous êtes trompé de jumeau. Il avait l'air en forme, il rigolait, voilà, il dit voilà, la OG Bloodline a gagné à War Games, et il nous dit que cette année, ça va peut-être être son année, il va peut-être gagner le Rumble, il veut tout gagner, il veut tout gagner, il veut être champion, il veut être au top de la forme, il veut être là, Jimmy. Sauf que, il a à peine le temps de se retourner, qu'il encaisse un Claymore de Drew McIntyre, vraiment violent. La foule, euh, la foule l'avait pas vu venir et les officiels se dépêchent de débarquer. Nick Aldis va voir Drew McIntyre après dans les coulisses et lui dit vas-y, file dans mon bureau. Drew McIntyre, il a l'air très content de son coup. Moi j'ai trouvé ça hyper bien. J'ai trouvé ça très sympa qu'il y ait un petit moment d'ouverture sur Jimmy Uso. C'est vrai que c'est très rare. Ça arrive jamais en fait qu'on le voit tout seul et qu'il vienne prendre le micro tout seul. Il a toujours cette place un petit peu en dessous hein, depuis qu'on a eu l'éclosion du main event chez Uso et de toute la Yeet attitude. Lui, c'est un peu le second jumeau, mais là, c'était sympa de le voir. Et puis surtout, bah, j'ai hâte de savoir plus, mais cette écriture de Drew McIntyre qui est en gros un peu comme un Punisher, là, viendrait se venger de tous ceux qui ont été du côté de Roman Reigns, même à SmackDown. Ah, ça me plaît bien, donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec l'Écossais. Bon, dans les coulisses, on a appris un truc important quand même aussi juste après, c'est que Bianca Belair, elle est venue demander des nouvelles de Jade Cargill, hein. Vous savez que Jade Cargill a été agressée il y a quelques semaines. Nick Aldis, il dit écoute, j'en sais rien. Par contre, je vois pas comment tu peux faire que d'abandonner ton titre de championne tag team puisque Jade Cargill elle est pas là. Et Bianca Belair, elle a dit non, non, et Naomi qui est là, elle dit ah non, 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 mais non, hors de question. Bianca, je la connais, elle a jamais rien abandonné de sa vie. Si elle a besoin d'une copine, d'une partenaire, je la remplace. Nick Aldis, il dit ok, mais dès la semaine prochaine, vous avez une défense de titre. Elle dit ok, ouais, on va faire comme ça. Si j'en crois les théorèmes de la WWE, bah c'est Naomi qui a attaqué Jade Cargill, hein. On est tous d'accord, je pense. C'est peut-être pas ça, il y a peut-être un rebondissement, mais en général, à qui profite le crime? Quand t'as un gentil qui se fait attaquer et que c'est un autre gentil qui dit ah ouais, je vais bien prendre sa place, en général, il y a anguille sous roche.
Et là, je sens vraiment la grosse, grosse baleine sous gravillon, comme on dit. Mais peut-être qu'il y a un rebondissement surprise. En tout cas, la semaine prochaine, on devrait avoir Belair et Naomi contre, je ne sais pas si ça a été annoncé, mais elles vont défendre leur titre. Bon, on va pas dire que Jade Cargill nous manque. Moi, ça me fait rire ces histoires de est-ce que vous en savez plus sur l'enquête? Et l'autre qui dit ouais, l'enquête avance, l'enquête se poursuit. Bon, bah voilà quoi, si personne n'a vu, personne n'a vu, hein. On ne saura pas plus, je pense. Donc à SmackDown, je vous disais, c'est le titre US féminin, lui, qui va se jouer à Saturday Night Main Event. Donc là, on joue les demi-finales. C'est Michin qui est entre Tiffany Stratton, Tiffy en pleine forme, hein, Tiffy avec sa ceinture, avec sa mallette, hein, qui a vu Nia Jax et Candice LeRae. Elles leur ont même dit ah ouais, si tu deviens championne, tu n'auras plus besoin de ta mallette, tu pourras l'abandonner. Euh, Bah, vous auriez pu aller au bout de vos idées, les filles, et aller l'aider à votre copine parce que Tiffany, elle a perdu. Et ouais, c'est Michin qui a gagné. Et Michin qui se retrouve en finale, donc, du tournoi pour ce nouveau titre féminin. Bon, difficile à croire qu'elle deviendra championne comme ça, Michin, mais elle arrive en finale. Nous avons eu une très belle vidéo promo de Roman Reigns, qui n'était pas là ce soir, mais qui était, on sait pas où, mais qui était à l'extérieur, avec Paul Heyman. Et il explique que cette année, quand même, il a tout perdu. Ça lui plaît pas. Il a perdu son titre de champion du monde. Il a perdu son Wiseman. Il a perdu sa Bloodline. Et il a perdu son Ulafala. Il a perdu son collier de chef de la table. Et il nous rappelle aussi, il dit à Solo, Solo, ce collier, tu me l'as pris. Moi, je l'ai pas pris. Moi, je l'ai pris à personne. Moi, je l'ai mérité. On me l'a donné. Et on nous rappelle cette fameuse scène il y a quelques années. Il dit, voilà, c'est mon père, c'est tes oncles qui m'ont donné ça. C'est parce que je le mérite. Et il dit, eh ben écoute, moi ce que je vois, c'est que pour le Raw du 6 janvier sur Netflix, Tribal Combat, place de Tribal Chief, on met ça en jeu, toi contre moi, en solo, c'est le cas de le dire. Bon, de toute façon, si vous avez vu les shows de la WWE ces dernières semaines, le Raw sur Netflix, il nous annonce tout le temps qu'il faut le regarder, que ça va être un show énorme. Donc Roman Reigns, Solo Sikoa en main event pour la place de Tribal Chief. Ben, ça paraît hyper évident, hein, c'est digne d'un match de pay-per-view et c'est ça qu'ils veulent nous proposer. Et ça semble très probable, je sens, qu'on aura un petit passage de notre ami The Rock du boss final qui interviendra peut-être ou qui attendra la fin pour intervenir, voir qui est le gagnant. Pronostic ou spoiler dans les commentaires, n'hésitez pas, mais ça paraît, s'ils veulent faire un gros coup à Netflix, ouais, il faut The Rock et il faut ça. Il y a Carmelo Hayes aussi qui est là. Souvenez-vous, la semaine dernière, il était venu dire ouais, si j'ai rien, moins, j'irai à Raw, tout ça. Et Nick Aldis lui avait dit ouais, t'inquiète, je te trouve un adversaire la semaine prochaine. Et ben cet adversaire, c'est Braun Strowman. Un petit retour de Braun Strowman qui a bien fait kiffer la foule. Et moi, j'étais très content parce que je suis un petit fan de Strowman depuis longtemps. Euh, J'aimais beaucoup Strowman. Enfin, je trouve qu'il a écrit des superbes pages de la WWE. On le cite peut-être pas assez dans les meilleurs catcheurs parce qu'il a un peu cette étiquette Golgoth géant façon Big Show, Mark Henry, qui sont pas les top guys, type John Cena, Randy Orton, Roman Reigns. Mais bah, moi, en tout cas, j'ai toujours des bons souvenirs, des grosses feuds contre Roman Reigns, justement, contre le Big Show, justement. Le mec était capable de faire de comedy wrestling. Le mec a quand même gagné un match tag team à WrestleMania avec un enfant de 10 ans. Il est capable d'affronter Goldberg dans la foulée pour un titre de champion du monde, d'affronter Brock Lesnar. Enfin, il sait vraiment se mettre à plein de niveaux différents, je trouve. Il avait été viré, il avait été repris. Il n'avait pas fait grand-chose de brillant depuis qu'il a été repris, hein, je trouve. Bon, il a eu une passage un peu de tag team avec Ricochet, bah forcément qui est tombé à l'eau. La dernière feud, moi, contre Bronson Reed, j'ai adoré. Ça bien mis Bronson Reed sur une bonne dynamique, mais Strowman aussi avait été très bon. Et donc, et ben là, il gagne, hein. Il bat Carmelo Hayes assez rapidement. Alors au début, bon, voilà, il se fait un peu surprendre par la vitesse, il prend deux trois kicks, etc. Mais bah, il le chope en plein vol à un moment donné, et puis voilà, running power slam. Moi, je suis chaud. Si ce mec-là peut remonter un peu dans la hiérarchie en 2025, je ne sais pas si on peut imaginer un Strowman redevenir champion du monde un jour. Il y a tellement des énormes charismatiques morceaux là qui sont devant les Roman Reigns, les Cody Rhodes, les Sami Zayn, les Drew McIntyre. Mais imaginer un règne tout à fait correct de champion US ou de champion intercontinental ou
ou quoi que ce soit, ouais, j'ai envie de voir un beau Strowman en 2025. Puisqu'on parlait de champion US, ben, l'ancien champion US, hein, LA Knight, il est un peu vénère. Voilà, il explique la semaine dernière, il comprend pas ce qui s'est passé. Il dit, c'était assez drôle d'ailleurs, il dit, ouais, ouais, moi on m'avait demandé hein, d'être dans une des équipes au War Games, mais non, moi je m'en ai rien à foutre de Roman Reigns, j'en ai rien à foutre de Jey Uso, j'en ai rien à foutre de... Ah non, si, il a dit qu'il aimait bien Jey Uso, pardon, mais j'en ai rien à foutre de Solo Sikoa, etc. Tout ce que je veux, voilà, c'est mon titre S, mais bon, il est un peu énervé. Et d'ailleurs, bah, il y a un match entre Solo Sikoa et LA Knight qui est prévu, hein. Solo et la Bloodline débarquent, ils prennent le micro, mais en fait LA Knight fait son entrée interrompt. Et non, non, c'est bon, on y va pour le match. Match qui était plutôt bien, j'ai trouvé, assez court, mais assez intense. Surtout LA Knight, il n'était pas du tout en position de jobber, hein. Il a même été assez bon. À l'extérieur du ring, voilà, il a réussi à détruire Tama Tonga, il a réussi à passer Jacob Fatu par-dessus lui en le soulevant et en le balançant sur la table des commentateurs. Donc il était vraiment dans une dynamique positive, LA Knight, et il a presque failli battre Solo Sikoa. Mais Jacob Fatu, au bout d'un moment, il s'est vénère, il est venu lui casser la gueule, donc il y a eu disqualification. Andrade et Apollo Crews ont débarqué. Alors là, ça m'a un peu moins plu. Parce que, bon, bah déjà, ils se sont fait éclater. Et puis, parce que cette alliance de low carder, franchement, si on est une équipe LA Knight, Andrade, Apollo Crews, bah, espérons que ça soit pour leur mieux à tous. Mais j'aurais préféré un LA Knight solo, qui fait une petite feud contre Solo Sikoa de 3 semaines, histoire de dire, et puis qui soit mis en avant comme il l'a été dans le match de ce soir, plutôt que d'imaginer un truc dilué. Andrade n'a aucun intérêt à venir aider LA Knight. Apollo Crews, oui, d'accord, la semaine dernière, il a pris un kick dans les vestiaires, mais il, il n'est rien, Apollo Crews. D'où il vient? Enfin, je veux dire, Apollo Crews, ça fait des mois qu'il est censé être à SmackDown, on l'a pas vu. Si le seul moment où il se dit, vas-y, je cours sur le ring et j'y vais, c'est à cause de ça, mais gars, fallait venir avant, fallait venir t'insérer dans les feuds pour les titres US, etc. Donc ça me plaît pas trop. Ça, j'avoue, ça me plaît pas trop. Ce qui m'a beaucoup plus plu, eh ben, c'est le match suivant, puisque c'était le deuxième match, la deuxième demi-finale pour le titre US féminin. Bailey affrontait Chelsea Green, et Chelsea Green a gagné, les amis. Bailey a perdu, elle s'est fait avoir. Elle a été chopée dans le Unprettier, très très bien porté par Chelsea Green, magnifique impulsion. Et 1, 2, 3, Chelsea Green est en finale, et Bailey perd en plus de façon assez... sans, sans discuter, quoi. Donc voilà, Chelsea Green contre Michin pour la finale du titre US qui sera déterminé à Saturday Night Main Event. On approche un peu plus du main event du soir et c'est le face-à-face final entre Cody Rhodes et Kevin Owens. Alors, Michael Cole est sur le ring avec Cody Rhodes. Kevin Owens euh, n'arrive pas de suite, mais il apparaît depuis sa voiture, comme il est filmé. Voilà, il interrompt sur les Titantron, il dit voilà, arrêtez de discuter, là, arrêtez, c'est n'importe quoi, etc. Euh, et Cody Rhodes, bah, il débarque, hein, il s'en va du ring et il va essayer de le retrouver à Kevin Owens, mais ça part en baston dans les coulisses. Forcément, donc les officiels essaient de les séparer, ça revient sur le ring, ça repart en baston, etc. Et le segment final, c'est pas juste de la baston générale, mais c'est qu'au milieu de tout ça, Kevin Owens arrive à prendre la ceinture de Cody Rhodes, de champion, et il y balance en pleine face. Et là, Cody Rhodes, il est KO, quoi. C'est-à-dire, boum, il tombe au sol, et Kevin Owens, bah, il s'en va tout content, quoi. Il s'en va en paradant, puisqu'il a réussi à étaler, à coucher au sol Cody Rhodes, et il a l'air assez content de son coup. Ce SmackDown, moi j'ai bien aimé. Sur le Discord, certains n'ont pas été de mon avis. N'hésitez pas à aller le rejoindre pour donner le vôtre, hein, un Discord catch-up. Mais je trouve qu'on a eu plein de petites choses sympas pour le coup. Chelsea Green qui gagne, ça fait bien plaisir. Le retour de Braun Strowman, moi ça me fait bien plaisir. La promo de Jimmy Uso qui se fait sécher comme ça par Drew, ça me fait bien plaisir aussi. Non, il y a vraiment eu plein de bonnes choses dans ce show, je trouvais. Le clip de Roman Reigns, toujours plein de charisme, donc c'était vraiment bien. Même le match de LA Knight, vraiment pas dégueu, donc c'était plutôt bien.
Je vais mettre mon top à Chelsea. Allez, parce que Chelsea, voilà, elle a pas gagné le titre encore, hein, elle est juste en finale, mais elle le mérite. Elle a fait énormément de boulot. C'est drôle, je trouve. Chelsea Green, c'est la compagne de Matt Cardona. Matt Cardona, vous savez peut-être qu'à la WWE, il a eu une carrière en tant que Zack Ryder. Et, et Zack Ryder à la WWE, il a réussi un peu à voler le show en utilisant beaucoup Internet, à l'époque YouTube, etc., Internet Champion. Et Chelsea Green, je trouve qu'elle le fait un peu pareil. Elle est beaucoup, beaucoup sur Instagram, elle fait plein, plein de petites vidéos où elle se filme en train de dire: Ah, c'est moi la future championne US. J'ai vu une vidéo assez hilarante où elle fait genre, elle s'est mise des fausses moustaches et elle va dans le public avant un show de catch en faisant genre d'interview et dire: Oh, ouais, est-ce que vous pensez que Chelsea Green est la meilleure, etc. Enfin, elle est vraiment drôle. Donc elle mérite son petit top. Euh, j'ai pas beaucoup de flops dans ce SmackDown, mais je vais dire que c'est l'histoire de l'affaire Jade Cargill. Euh, bon, se faire agresser dans les coulisses, personne t'a vu, on se demande qui est l'agresseur, ça va durer des semaines, ça c'est classique à la WWE. Mais je trouve que cela jouait fausse enquête policière comme ils font en mode: Ah, est-ce que vous avez des nouvelles de l'enquête? Ah non, l'enquête avance. Pouf, c'est pas ouf, on s'en fout de l'enquête. On sait bien que, de toute façon, on a changé de ville depuis, on n'est plus dans le même stade, on n'est plus dans le même machin, il y a pas d'enquête, on s'en fout. C'est juste quelqu'un qui va nous dire à un moment donné: Ah oui, c'était moi, et puis voilà, on connaît. Donc là, je mettrais un 4 sur 5 à ce SmackDown qui m'a bien plu. Et là-dessus, bah, donc on est parti direction Saturday Night Main Event. Donc c'était une semaine plutôt bien remplie. Près un show dont on met beaucoup beaucoup de motivation autour. Le retour d'un show un peu historique à la WWE, qui est pas un premium live event, qui est pas sur le network, donc on sait pas trop à quoi s'attendre et sur quel pied danser. Ça me rappelle un peu les tout débuts en Arabie Saoudite où on savait pas trop si ça allait être une sorte de house show amélioré ou pas. Il y aura quand même l'histoire qui va s'écrire, hein, puisqu'il y aura notre première championne féminine US, Michin ou Chelsea Green, et il y aura quand même les deux titres mondiaux masculins qui sont défendus, Gunther et Cody Rhodes. Il y aura le titre de Liv Morgan, et il y aura un gros Drew McIntyre contre Sami Zayn. Donc sur le papier, moi je trouve que c'est limite un des premium live events les plus alléchants de l'année, si c'en était un. Mais à voir ce qu'ils vont nous créer comme potentiel autour de ça. Et comme qualité de show et quelle ambiance et quel style ils vont donner à ce show rétro. Il y a des absents, comme toujours, il n'y aura pas Roman Reigns, il n'y aura pas trop la Bloodline a priori en tout cas. Mais tout ça, bah, ça continue d'avancer avec le premier catcheur cette semaine officiellement qui a parlé du Rumble. À moins que je me trompe, mais je crois que Jimmy Uso a été le premier à s'annoncer, hein. Bon, si on fait abstraction de John Cena qui nous avait dit il y a longtemps qu'il serait là pour son dernier Rumble. Donc, je trouve que Saturday Night Main Event est attendu avec impatience et optimisme, et grâce à ces shows-là qui nous ont bien, bien rempli leur mission. Voilà, peuple de catch-up, j'espère que ça vous a plu, que vous avez tenu jusqu'au bout pour m'écouter en solo pendant cette petite demi-heure. Si c'est le cas, écrivez dans le commentaire: Raphaël, c'est le meilleur chroniqueur. Allez-y, je compte sur vous, sur YouTube, parce que c'est là qu'on peut mettre des commentaires. Je suis trop vieux pour dire si on peut mettre des commentaires sur toutes les plateformes de podcast, mais je ne crois pas. En tout cas, on est sur Deezer, Spotify, etc. Donc retrouvez-nous, donnez-nous votre avis, n'hésitez pas à interagir avec nous, venez discuter sur le Discord, et puis on va très vite analyser le Saturday Night Main Event, et ensuite, gentiment, passer la période des fêtes jusqu'au Rumble, jusqu'à Elimination Chamber. Ça y est, on commence déjà à nous faire de la pub là-dessus, jusqu'à WrestleMania, et ainsi de suite. Show must go on, et on est là pour ça. Alors bonne semaine, pleine de catch, ciao à toutes et à tous, et à très bientôt. Bye.